Bonjour à tous, merci de nous retrouver pour ce nouveau Talent Public, l'émission du management et de la gestion des ressources humaines, un talent public exceptionnel tourné ici au Conseil d'État qui nous accueille dans cette magnifique salle de l'Assemblée générale dans le cadre des rencontres des acteurs publics. Toute la journée, nous parlons services publics et fonction publique à l'heure de l'ubérisation et de l'émergence des plateformes numériques, une évolution, une révolution même, qui ne peut s'accomplir sans les 5,5 millions d'agents publics français. Mais l'organisation centralisée de notre fonction publique n'est-elle pas contradictoire au principe de l'État plateforme? Le digital peut-il entraîner la fin de la bureaucratie, voire même la fin des emplois publics? La révolution numérique passe-t-elle par une révolution managériale? C'est l'enjeu de ce talent public pour lequel j'ai le plaisir de donner la parole à 3 grands experts de la gestion publique. Patrick Gérard, bonjour, le micro. Vous intervenez aujourd'hui non pas en tant que directeur de l'ENA, mais en tant qu'ancien rapporteur général de la section du rapport et des études du Conseil d'État. Vous étiez donc le rapporteur de l'étude annuelle 2017, Puissance publique, plateforme numérique, accompagner l'ubérisation. Je vous recommande vivement la lecture de ce rapport. Thierry Le Goff, bonjour. Directeur, dans le micro, directeur général de l'administration de la fonction publique, la DGFP, que nous présentons souvent comme la DRH de l'État. À vos côtés, Johan Terré, bonjour. Bonjour. Directeur général adjoint chargé des ressources humaines du pôle ressources à la ville, à la métropole de Rennes. Vous êtes le président de l'association des DRH des grandes collectivités. Merci beaucoup à tous les 3 d'avoir répondu à notre invitation. Merci encore au Conseil d'État d'avoir rendu possible cet échange. Je me tourne vers vous, Patrick Gérard. La proposition 16 du rapport du Conseil d'État évoque la formation des agents. Alors je cite le rapport: les techniques et le langage informatique doivent devenir pour l'ensemble des agents publics une compétence transversale. Cela implique une formation obligatoire de l'ensemble des agents au numérique. Il y a un besoin fort de formation aujourd'hui? Il y a un besoin fort de formation tout simplement parce que le principe même de l'administration, celui qu'on apprend dans les livres de droit, celui qu'on décline dans les décisions contentieuses du Conseil d'État, c'est le principe d'adaptation permanente, le principe de mutabilité. Et dans une société qui mute, l'administration a le devoir de s'adapter. Vous savez, les membres de l'administration, c'est des Français comme les autres. Lorsque, en novembre 2015, dans le terrible attentat du Bataclan, ils ont vu ce qui se passait. Ils ont vu que ce n'était pas le numéro du ministère de l'Intérieur qui servait de repère, mais que c'était le safety check de Facebook. Donc, ils sont en contact avec le reste de la société, ils servent la société, c'est ça l'administration, ils doivent s'adapter à la société. Et donc, ils doivent s'adapter à ce développement des plateformes numériques. Ça veut dire que dans la formation continue et dans les objectifs que l'on doit donner lorsqu'on est supérieur hiérarchique d'agents, chaque année, à ces agents, il faut donner des objectifs de formation à la compréhension du numérique. On ne pourra plus travailler dans l'administration si on ne comprend pas les bases de ces plateformes numériques et du numérique en général. Thierry Le Goff, alors on va évoquer les actions que vous menez à la DGFP, mais juste un mot sur l'État plateforme et le numérique qui sont souvent perçus comme anxiogènes par les agents. Est-ce que vous comprenez leurs inquiétudes? Je pense que Patrick Gérard vient de le dire, je pense que le mouvement il n'est pas homogène. C'est-à-dire que les agents publics sur cette question-là, ils n'ont pas une seule réaction, ils ne sont pas tous anxieux de l'évolution. Ils sont aussi en attente de ces évolutions, ils les vivent déjà, ces évolutions. On a toute une série de transformations qui sont à l'œuvre avec un impact du numérique dans le quotidien de l'activité des fonctionnaires et des agents publics plus généralement. Et puis il y a une demande aussi en tant qu'en quelque sorte usagers eux-mêmes des fonctions RH parce qu'ils le vivent dans leur vie privée. Donc ils attendent effectivement que l'administration se mette aussi en capacité de leur rendre un certain nombre de services qui passent éventuellement par le numérique. Donc il y a toute cette dimension-là qui fait qu'aujourd'hui, les agents publics comme d'autres, inégalement, de façon variable, etc., sont déjà dans ces processus de transformation et d'évolution. Après, il y a bien évidemment, dans certains cas, des évolutions qui peuvent les inquiéter quand elles ont, ce n'est pas le numérique en tant que tel, quand elles peuvent avoir un impact assez fort en termes d'organisation. Si on l'a dit, à la fois une opportunité, un enjeu, etc., ça peut être aussi quelque chose d'un peu anxiogène. Juste un exemple pour vous en donner un peu précis. On a parfois, alors ce n'est pas le numérique au sens strict, mais des gros systèmes d'information qui doivent évoluer. On le fait dans le système, pour les ressources humaines,
Comme dans d'autres domaines, le CISIR, qui est le centre interministériel pour justement les SI des RH, qui est un peu notre opérateur pour faire évoluer justement les systèmes d'information dans le domaine des ressources humaines, vient de mettre en place depuis quelques années déjà Renoir, qui est le bouquet de services en quelque sorte, qui rénove quand même profondément la gestion informatique des RH. Il l'a mis à disposition effectivement de différents ministères, et on voit bien qu'aujourd'hui c'est en train de prendre une véritable ampleur et que c'est un moyen à la fois moderne, au goût du jour, et en même temps très renouvelé des processus. Ça fonctionne Alors, à ça la fonctionne à la projet... culture, ça fonctionne dans les services du Premier ministre, ça fonctionne donc aux affaires sociales. Donc vraiment aujourd'hui c'est une réalité. Et ce que je voulais juste dire, c'est que ce système qui profondément, pour le coup, change les façons de travailler de tous les agents publics concernés, a été salué, y compris par les représentants plutôt de l'ensemble des acteurs, comme à la fois un outil performant parce que techniquement fiable, mais aussi parce qu'il a été bien développé. Ça a été notamment le cas au ministère de la Culture, qui a été précurseur et qui a tout à fait réussi à transformer, y compris les métiers, du coup, les pratiques professionnelles, en utilisant Renoir. Donc l'enjeu, il est aussi là, c'est de la façon de savoir comment on utilisera tous ces systèmes. En s'appuyant sur l'expertise des agents, je rentrerai tout à l'heure, Jean-Marc Sauvé, sur le plateau d'Acteurs Publics TV, disait c'est plus une chance qu'un risque, ces opportunités-là, mais il y a quand même un travail pédagogique, un travail d'accompagnement des agents à mener. Oui, tout à fait. Je pense qu'il faut le prendre comme une chance. Et en effet, il faut accompagner les agents dans cette transformation digitale. Il faut savoir les amener. Je rappellerai qu'on considère qu'il y a à peu près 10% des emplois publics qui sont menacés du fait de la transformation digitale. Finalement, c'est assez peu, mais que 50% de ces missions vont fortement évoluer et seront considérablement impactées dans les prochaines années. Donc, il faut savoir considérer que c'est une chance en permettant d'élargir les missions des agents. C'est-à-dire qu'il faut être capable de cartographier l'ensemble des postes dans la fonction publique et de voir quelles sont les conséquences, notamment des plateformes. Identifier aussi les concurrences qu'il peut y avoir entre les plateformes et les postes occupés par les agents. Et puis, je pense en effet qu'il y a un levier considérable à mener sur la formation. Le rapport Pisani-Ferry prévoit qu'il faut consacrer 10% environ des efforts de formation à la formation, au développement de la culture numérique. Je pense qu'en effet, c'est un enjeu très très fort, parce que je vous rejoins là-dessus. Nous sommes relativement en retard et les fonctionnaires, les agents publics sont comme l'ensemble des Français, ils ne peuvent pas être en permanence au goût du jour. Et je pense que ça concerne toutes les catégories de fonctionnaires, et à commencer par les hauts fonctionnaires. Je crois que si je peux rajouter quelque chose, je crois qu'il y a surtout quelque chose dans la formation des fonctionnaires, des cadres de l'administration, c'est qu'on a une formation dans ce pays qui est quand même fondamentalement organisée sur les matières juridiques, économiques, financières, sociales. Il y a très peu, dans les dirigeants de ce pays, de culture scientifique. Je crois qu'il y a un vrai sujet à traiter, qui est comment on fait pour que les autorités administratives et judiciaires de ce pays aient une culture scientifique. Si vous voulez, comment un juge va juger ce qu'on lui raconte sur un algorithme? On n'en sait rien. S'il n'a pas les clés, c'est compliqué. Voilà. Comment un inspecteur du travail va regarder cela aussi? Donc, dans toutes les formations, on va sans doute avoir appel à plus de culture scientifique des dirigeants. Et puis, je crois qu'il y aura aussi des nouveaux métiers. Les métiers de data scientist, comme on dit, ce sont des métiers dont l'administration aura besoin. Il faudra qu'on forme massivement des personnes à cela. Thierry Le Goff, comment on va aller chercher justement donc, ces métiers de technologie de l'information, data scientist, spécialiste de data mining, administrateur de données? L'administration n'a pas beaucoup de profils. Comment on va les chercher? Comment on les forme? Alors c'est un vrai sujet, bien évidemment, pour nous. C'est un des axes sur lesquels on travaille. D'abord en identifiant ces métiers. Patrick Jarre l'évoquait à l'instant. On a rénové récemment le répertoire interministériel des métiers. On a identifié à peu près 40 types métiers autour, alors très large, des systèmes d'information, de la communication, mais avec un gros travail. Là encore, au-delà du nombre retenu, c'est bien effectivement déjà un effort de cartographie, on l'évoquait, qui est nécessaire. Ça, c'est la première chose. La deuxième, la plus importante sans doute, c'est effectivement de trouver les moyens quand même d'attirer un peu les talents en la matière. On est dans un secteur par définition concurrentiel, avec des profils en plus de personnes qui ne sont pas forcément spontanément, on pourrait le dire comme ça, attirés par la sphère publique, parce qu'effectivement, culturellement, par les profils qui sont les leurs, ce n'est pas forcément ce qui les passionne. Donc on a un travail qu'on a essayé de conduire déjà depuis un moment et qu'on veut amplifier avec la DINSIC, donc bien évidemment, parce que c'est aussi la direction qui est en charge de ces questions, pour arriver à lever aussi les blocages, d'abord y compris pour des raisons très pratiques, juridiques, financières, aller faire une forme de
de sourcing, d'aller chercher les personnes, de les maintenir, d'éviter aussi une concurrence qui est quand même une réalité aujourd'hui excessive entre les ministères, c'est-à-dire essayer de se prendre les talents, enfin tout ça, on sait que ça existe. Bref, voilà, en laissant un peu l'espace, mais voilà, et en levant aussi sans doute d'ailleurs quelques blocages qui ne sont pas forcément des blocages RH, qui peuvent être des blocages aussi budgétaires, qui peuvent être des blocages... voilà, donc pour donner à la fois de la fluidité, accepter sans doute qu'on ait des profils un peu différents, sur des logiques sans doute une part de contrat aussi plus forte, elle est importante dans ce domaine déjà, mais sans doute que c'est une des réponses parmi d'autres, et d'arriver effectivement... voilà, donc ça, ce travail il est déjà engagé. Il y a une circulaire du Premier ministre, du précédent gouvernement, qui avait effectivement précisé un certain nombre déjà de choses pour essayer de lever un certain nombre de verrous. Johan Toré, comment on parle à ces profils-là? Est-ce qu'au fond, la fonction publique, ils en maîtrisent les codes? Est-ce que la question du statut, par exemple, n'est pas... Je pense que ça dépasse déjà la question du statut. C'est aussi afficher que l'informatique, c'est une priorité dans les politiques publiques. 1% des ingénieurs informaticiens, aujourd'hui, sont recrutés dans le secteur public, alors que l'emploi public, c'est 20% de l'emploi total. Donc déjà, on n'a pas su consacrer toujours nécessairement les moyens au recrutement des informaticiens. Donc une question de salaire? Pas qu'une question de salaire, c'est-à-dire qu'il y a eu des choix qui ont été faits, on a externalisé considérablement l'informatique, notamment les métiers de développeurs, on a externalisé, on n'a pas voulu recruter des développeurs. Aujourd'hui, on est aussi parfois en manque pour développer dans l'urgence et dans la rapidité des plateformes. Ensuite, en effet, il y a sans doute la question de l'attractivité, de la visibilité des emplois publics à l'égard des ingénieurs informatiques. Ils n'ont sans doute pas nos codes. On a une difficulté aussi pour valoriser les métiers. Il y a évidemment la concurrence salariale avec le secteur privé, mais ensuite, je pense qu'il faut savoir aussi vendre, avoir un discours positif sur le développement de l'État plateforme. Question du sens, question de l'engagement, ce sont des messages qu'il faut porter, Patrick Gérin? Mais oui, parce que ceux qui s'engagent pour le service public, c'est parce qu'ils croient à l'État, c'est parce qu'ils croient que malgré tout cela, l'État a toujours un rôle, le rôle de certification, le rôle de justice, le rôle de régulation. Et donc, l'engagement, il doit être extrêmement important. Mais l'engagement, c'est encore une fois un engagement pour que ce pays fonctionne, pour que le pays avance. Et on ne peut pas rester, nous, complètement à l'extérieur de tout ça, alors qu'on voit des pays assez jeunes, en tout cas jeunes démocratiquement, comme l'Estonie, qui sont en train de nous dépasser complètement. Donc il faut qu'on s'y mette. Il faut qu'on s'y mette, le sens, l'engagement. Mais on l'a dit, Jean-Marc Sauvé l'a dit en introduction, les évolutions numériques sont extrêmement rapides. Est-ce que notre gestion RH est adaptée à ces évolutions rapides? Patrick Gérard ou Thierry Le Goff? La question difficile, c'est pour vous. Oui, non, est-ce qu'elle est adaptée? Je pense qu'on l'évoque. On a forcément... d'abord, ça interroge... D'abord, le numérique peut être un moyen déjà d'améliorer tout simplement la gestion RH. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit bien qu'en dématérialisant toute une série d'actes, on peut gagner en efficacité, on peut se reconcentrer sur des actes à plus forte value, on peut développer la gestion qualitative que tout le monde attend, etc. Donc il y a tout un volet de l'action qui est, grâce au numérique, au SI dans leur ensemble, on peut simplifier, on peut en tout cas dématérialiser une partie des choses. On le fait sur toute une série d'actes que je pourrais citer, qui sont importants. Deuxièmement, l'enjeu, c'est effectivement aujourd'hui, plus sur l'aspect numérique, d'arriver effectivement à avoir une capacité de fluidification plus grande. On le demande tous, effectivement. Est-ce que ça passe par une simplification des textes, par exemple? Ça peut, le fait de simplifier les textes aide toujours, effectivement, à rendre les process informatiques plus faciles. C'est-à-dire qu'on le voit bien, c'est-à-dire que les deux vont de pair. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir une action qui soit uniquement par les outils, même si on les utilise, même si c'est un levier de changement. Il faut aussi, vous avez raison, se dire qu'il y a à un moment donné un certain nombre de process qu'on doit changer. C'est un des sens, bien évidemment, d'Action publique 2022, que d'arriver à travailler en profondeur sur un certain nombre de chantiers importants, à la fois ministériels, interministériels, en lien d'ailleurs aussi avec les deux autres versants. Et c'est bien évidemment un des enjeux qui est devant nous. Jean Toré. Moi, je pense qu'au-delà de la refonte des textes et de la question du statut, je pense que pour accompagner cette révolution digitale, il y a nécessairement une révolution managériale. Et je pense qu'il ne faut pas se leurrer. Aujourd'hui, l'organisation de l'administration, à la fois bureaucratique, hiérarchisée, ne permet pas de répondre à ces défis. C'est-à-dire qu'on sait très bien que pour développer des plateformes, il faut faire du développement informatique de manière très rapide. Il faut aussi se mettre en organisation start-up, avoir des organisations agiles. On parlait tout à l'heure de l'attractivité pour de nouveaux profils. On voit bien que les jeunes qui rentrent dans le secteur public sont très déstabilisés par l'organisation hiérarchique pyramidale et que nous ne l'aurons pas. Nous ne sommes pas encore suffisamment adaptés et on parlait encore des enseignements qui sont délivrés dans les organismes de formation.
on a encore la culture de la hiérarchie, de la sacro-sainte organisation en catégorie A, B, C. Ça ne parle pas à cette jeune population. Patrick Gérard, vous le dites dans le rapport, il faut en finir avec cette gestion verticale en silo, il faut aller vers une gestion horizontale décloisonnée. On le dit depuis quelques années, il faut accélérer. Non seulement il faut accélérer, mais on a des bons exemples. Pôle emploi, par exemple. Jean Basser a lancé une espèce de concours à idées. Et puis, c'est quelqu'un qui travaillait dans l'agence à Metz qui a inventé une nouvelle application qui s'appelle Ma Bonne Boîte, je crois. Donc, les idées, elles ne viennent pas toutes de la hiérarchie. Les idées, elles ne viennent pas toutes de Paris. Et la nouvelle gestion, en tout cas de l'administration qui implique ces plateformes, c'est que les administrateurs, ils vont devoir travailler avec les autres, avec les ingénieurs, avec les personnes du privé, avec des informaticiens. Ils vont devoir travailler ensemble. Vous savez, c'est la formule du hackathon. On se met ensemble et puis on essaye de trouver des solutions. Ça va beaucoup décloisonner les choses. Mais il faut qu'avant d'y arriver pratiquement, on y arrive mentalement. Il y a un petit frein culturel encore. Il y a un petit frein culturel, mais le frein culturel, il a toujours existé et il a toujours été surmonté. Donc, il faut être optimiste. Un mot, si vous voulez bien, sur la fracture numérique quand on parle d'organisation, quand on parle d'embarquer, si je puis dire, les effectifs, les agents sur ces enjeux-là. Il y a toujours, faut prendre garde à certaines catégories qui peuvent se trouver à la marge. Comment on permet à l'ensemble des personnels d'être dans ce même mouvement? Alors, il y a la formation, mais pas que. Jean Toré, comment ça se passe à Rennes? Alors, je pense que déjà, la formation est un puissant levier. Après, c'est aussi le développement de nouveaux métiers. C'est-à-dire qu'il faut créer des médiateurs informatiques qui accompagnent leurs collègues agents dans la connaissance et la maîtrise des outils, dépasser aussi la simple connaissance technique, mais aussi imaginer les possibilités des nouveaux outils. Et puis, je pense qu'il est nécessaire d'inciter et de valoriser aussi les possibilités des outils informatiques. C'est aussi comme ça qu'on peut sensibiliser les agents à s'intéresser à cette nouvelle culture. Thierry Le Goff, c'est la question des outils et donc des usages, bien sûr. Et deux exemples, juste pour les mentionner. On a évoqué très rapidement le grand programme d'investissement. On a dit effectivement l'importance des montants et des moyens qui vont être consacrés à l'accompagnement des transformations, mais aussi à la formation. Donc il y a une volonté, et y compris bien évidemment à la dimension du numérique dans sa composante large. Donc ça, c'est un des axes très forts sur lesquels on va travailler au cours des années à venir, avec des moyens effectivement nécessaires. Deuxièmement, nous essayons, nous, effectivement, d'essayer de voir ce qui, cet ensemble de la formation, qui est quand même une dépense assez considérable pour l'État. Enfin, il y a eu suffisamment de rapports sur le sujet pour le voir. Qu'est-ce qui peut être fait au niveau pertinent, ministériel, interministériel, à d'autres niveaux, au niveau local? Comment aussi mutualiser peut-être un peu un certain nombre de choses? Comment réorienter un certain nombre de financements vers justement les évolutions? C'est tout l'objet un peu du schéma directeur qu'on essaie de mettre en place et qui donne bien évidemment une priorité extrêmement importante au numérique, avec cette idée qu'on a différentes orientations à mener. Tout le monde n'a pas à devenir le super spécialiste du sujet, tout le monde doit avoir cette culture numérique, on doit être aussi en capacité, Gérard le disait, de faire dialoguer, notamment sur les projets informatiques, des gens d'horizons, de cultures différentes, et aujourd'hui, ce n'est pas forcément ce qu'on fait le mieux, avec les difficultés que ça peut... Voilà. Donc on a toute une série de problématiques qu'on essaie d'identifier avec différents niveaux, mais en se disant effectivement que c'est un levier très, très important de changement. Je mentionne aussi que par rapport aux innovations, on est déjà effectivement quand même dans ces logiques aussi de faire remonter un certain nombre d'innovations du terrain au sens large, pour reprendre cette expression un peu facile, en tout cas des acteurs eux-mêmes. Il y a un fonds d'innovation RH qui existe, qui fonctionne, et on a été nous-mêmes surpris lorsqu'on l'a lancé assez simplement, sur le nombre effectivement de projets, de capacités, de volonté de changement, et de projets tout simplement que les acteurs de la sphère étatique, puisque là ça concerne effectivement l'État, mais c'est vrai forcément aussi ailleurs, sont capables de porter, y compris souvent, bien évidemment, avec une composante numérique et de transformation du coup des organisations qui en découlent. Patrick Gérard, ça veut dire une gestion au plus près des acteurs de terrain, leur donner de l'autonomie pour favoriser l'expérimentation, favoriser l'innovation. Ça veut dire leur faire confiance, parce qu'il y a souvent beaucoup d'idées sur le terrain jusqu'à présent qu'on ne voulait pas beaucoup écouter. Et donc il faut leur faire confiance. Ça veut dire aussi que chaque administration ne raisonne pas comme si elle était propriétaire de son secteur. Si elle est propriétaire de son secteur, elle ne fera rien, ou en tout cas elle fera de la réglementation. Et quand elle fera de la réglementation, bien cette réglementation, elle sera un jour détournée. C'est quoi l'ubérisation? C'est un système qui a été fait pour détourner des réglementations qui devenaient insupportables. Et donc il faut qu'on écoute davantage ceux qui sont au contact des usagers. Je
crois que c'est la base même de la mission de l'administration. Jean Thoré, est-ce que sur ces enjeux d'innovation, d'expérimentation, c'est plus facile dans les collectivités territoriales? Est-ce qu'on a plus de marge par rapport aux administrations de l'État? Je ne sais pas si c'est plus facile. Je pense qu'il y a beaucoup aujourd'hui d'innovations qui sont menées dans les collectivités locales pour créer des plateformes ou dématérialiser le plus possible les services auprès des usagers. Je pense que dans la mesure où, et c'est le principe même, l'essence même de la décentralisation, c'est-à-dire de rapprocher les politiques publiques et les décideurs publics le plus près possible des usagers, il y a sans doute une meilleure identification par les collectivités locales des besoins. Mais je pense que ça concerne toutes les fonctions publiques. Il faut vraiment, c'est un changement de culture, c'est admettre que les usagers, le citoyen, peut devenir coproducteur de services à côté des fonctionnaires. Et donc, c'est un changement de culture, parce que ça veut dire que ce n'est plus le fonctionnaire seul qui décide, qui crée les politiques publiques. Messieurs, on arrive au terme de nos échanges, de cet échange. Peut-être un mot de conclusion à tous les trois. Thierry Le Goff, la formation, c'est essentiel, l'autonomie des acteurs, et puis travailler sur la durée. Oui, vous avez bien résumé la chose. Donc, à la fois trouver le bon niveau pertinent d'intervention, donc c'est logique de rapprochement du terrain, de déconcentration sont importantes, de responsabilisation des acteurs, oui. Après ça, je rappelle qu'on est en train de mettre en place, avec une grande volonté, le compte personnel de formation dans la fonction publique. Là encore, ça ne répondra pas à tout, mais la dimension donc, a été à la fois de installé en responsabilisation, janvier, le CPF. Et oui, je pense que c'est un enjeu, bien évidemment, que les agents publics dans leur ensemble s'approprient eux-mêmes cette évolution des compétences, soit deviennent pleinement acteurs. Et le CPF, là encore, est un moyen pour y parvenir, y compris avec une dimension de numérique et de système d'information importante via le portail, bien évidemment, qu'on essaie de construire. Donc tout ça, voilà, sont des enjeux majeurs, à la fois de trouver l'organisation pertinente, la responsabilisation, la confiance, je pense qu'effectivement le mot est important, et puis cette logique d'évolution permanente que les agents publics sont capables de porter comme les autres. Patrick Gérard, ce rapport, il faut que ça avance à vous entendre dans les 2 ans, dans les 3 ans. Il faut que quand on se reverra, il y ait des avancées concrètes. On a coupé le micro. Merci. C'est pour ça qu'il est disponible gratuitement et téléchargeable sur le site de la documentation française. C'est pour que tous les Français et toutes les administrations se l'approprient. Mais vous savez, quand on parle de méthode agile dans l'administration, c'est quelque chose qui est tout à fait passionnant. Et donc, on peut mobiliser des fonctionnaires sur des objectifs et des méthodes tout à fait différentes. Et je pense que, naturellement, il y aura une phase de transition, une phase qui ne sera pas facile pour tout le monde. Mais après, travailler autrement, réfléchir collectivement autrement. Vous voyez, dans cette salle, il y a un monsieur qui représente la France, qui réfléchit par rapport à la France qui travaille. Bien, cette fresque d'Henri Martin sera plus valable. Il ne pourra plus réfléchir tout seul. C'est ça l'administration de demain. Très, très beau message. Jean Thoré, à vous le mot de la fin. Mais moi, je pense que c'est ce que je disais tout à l'heure. Je pense que pour accompagner cette révolution digitale, il faut une révolution managériale, développer des administrations agiles qui responsabilisent et qui donnent le droit à l'erreur et qui favorisent la créativité des fonctionnaires publics. Et je pense qu'il ne faut surtout ne pas avoir un discours anxiogène sur la disparition des emplois et surtout dire que ce sont de nouvelles missions qui vont être exercées par les fonctionnaires. Et je pense que c'est en effet très galvanisateur. C'est donc plus une chance qu'un risque pour les agents publics. Merci beaucoup à tous les trois pour cet échange. Merci beaucoup. Nous serons de retour en direct sur Acteurs Publics TV dans une dizaine de minutes pour notre émission Digital Public sur l'émergence des plateformes. Comment nos services publics peuvent-ils en tirer parti? Merci beaucoup.